Bonjour, bienvenue dans Coupe-Fil, l'émission mensuelle qui est consacrée à la création sous toutes ses coutures. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Pierre-Marie. Nous avons un invité aujourd'hui sur le plateau qui est Pierre-Marie Brisson, qui est artiste. Nous aurons aussi donc au programme la directrice d'une nouvelle galerie qui a ouvert à Paris, enfin d'un lieu hybride qui est plus qu'une galerie, plus qu'un magasin aussi, qui s'appelle Le Cœur, Séverine Redon. Bonjour Séverine. Bonjour. Voilà, que vous apercevez sur l'écran. Voilà, donc une émission qui va parler de création plutôt contemporaine cette fois-ci. On va aussi revenir sur quelques expositions qui ont lieu en ce moment à Paris. Donc avec Pierre-Marie, nous allons parler de son actualité autour d'une exposition qui a lieu à la galerie Choukine. La galerie C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Tout à fait. Parfait, merci. Nous parlerons aussi de l'exposition Paul Bury qui a lieu en ce moment à l'espace Fondation EDF. La Fondation EDF, et puis un petit coup de cœur. Voilà, Catherine, quel est le coup de cœur? Un photographe que j'aime particulièrement. Voilà, et puis pour profiter des beaux jours qui arrivent, nous allons aussi vous parler très rapidement des expositions en plein air que l'on peut faire en ce moment à Paris. Voilà, l'émission va commencer, on peut démarrer. Après. Et nous allons commencer avec Séverine Redon. Bonjour Séverine. Bonjour à vous. Alors Séverine, vous êtes directrice d'un lieu qui s'appelle Le Cœur, qui se trouve au cœur de Paris, rue Vieille du Temple. Non, pas du tout, rue Turenne, pardon. Rue Turenne, plus exactement. Alors c'est rue Turenne au 83 et je ne suis pas directrice, je suis cofondatrice de l'espace qui a ouvert en octobre dernier. Qui s'appelle effectivement Le Cœur et qui a été fondé par deux jeunes femmes, Maroussia et moi-même, et qui est dirigé par Charlotte Ardon, qui assure la programmation avec nous de cet espace effectivement hybride, qui n'est pas une galerie, c'est vrai, qui est un lieu culturel qui mixe art, design et mode autour d'installations et d'activités. C'est un lieu de rencontre où on fédère effectivement des artistes, des créateurs, et bien au-delà, tous les gens qui ont envie d'expérimenter de nouvelles choses. Oui, parce que... Oh, pardon. Non, vas-y Catherine. En fait, vous occupez de plus de communication. Votre cœur, au départ, c'est la communication, c'est ça? Et vous avez pu monter différentes expositions avec l'envie de démocratiser l'art. On s'est rencontrés, on en a discuté justement dessus. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin oui, sur cette idée. L'idée, c'est vraiment ça, c'est effectivement de proposer à des artistes et des designers de s'exprimer sur des thématiques et au-delà d'en faire un lieu où les gens viennent expérimenter avec les artistes en question des expériences. Typiquement, là, sur l'exposition Pergola, qui est une exposition dédiée au jardin, on a demandé à des artistes de travailler sur cette question de la végétalisation des villes, et certains ont travaillé sur des installations, d'autres se sont posé la question de ce qu'on pouvait faire dans un jardin. Donc ça peut être effectivement la table de ping-pong de cette Cyprien Chabert qu'on voit en ce moment dans l'écran, ou les hamacs d'Adrien Messica, et on active au-delà de ça, donc le lieu avec des workshops autour de la création de terrarium, autour de l'initiation au raw food par exemple. On a ici un green bar, donc on sert des jus bio toute la journée aux visiteurs. Et on va prochainement organiser un workshop autour de la thématique de la végétalisation des villes. Donc tout ça pour dire qu'en fait c'est avant tout un lieu de partage, on mixe les genres, les univers, et on travaille avec les galeries, mais on n'est pas une galerie. On propose des thématiques. La dernière thématique c'est le spa, donc comment réfléchir au bien-être et demander à des artistes de poser cette question de l'anti-stress au milieu de la ville. Là on est sur le jardin et on a toute une programmation à venir qui vous donnera rendez-vous prochainement. Voilà. Très bien. Il y a combien d'artistes présentés On a qui ont travaillé sur le thème? Une dizaine d'artistes qui ont travaillé sur la thématique du jardin. Et comment se décident ces thématiques? Pardon, comment se décident ces thématiques? Puisqu'il y avait effectivement parlé de la dernière expo qui était Spa, qui voulait dire Sana per Arte, pour le coup, avec le exactement. Voilà, là cette fois-ci Pergola, donc effectivement plus très en rapport avec l'arrivée de l'été. Comment se décident ces thématiques? Comment vous viennent les idées? C'est
assez simple en fait. On puise dans nos centres d'intérêt, nos coups de cœur, nos envies de communiquer sur certains messages. Donc voilà, on est tous actifs, débordés, et à un moment donné, on a eu envie de transformer cet espace en lieu de bien-être, comme là, on a envie de transformer en espace vert, entre guillemets, même si Catherine en témoigne parce qu'elle est passée par là. Il y a plein de façons d'appréhender le végétal, et ces installations sont parfois peuvent questionner, parfois sont assez critiques, et d'autres sont beaucoup plus ludiques. Donc en fait, chacun a son point de vue sur la question. Donc le prochain rendez-vous, ce sera sans doute pendant la Design Week, avec un projet un peu secret pour l'instant, et on aura une très grosse actualité pendant la FIAC également. On se posera la question de la réappropriation de l'art, donc tout un sujet aussi à la fois polémique et en même temps très enrichissant. Le choix des artistes, donc comment, là il y a 9 artistes, comment vous les avez rencontrés? Est-ce que c'est des gens avec qui vous avez déjà travaillé ou... Alors c'est donc Marussia Rebec, qui est la cofondatrice du Chœur, qui travaille sur la direction artistique et la sélection, le curating des artistes. C'est un mix de ce que vous venez de dire, c'est à la fois des artistes qui sont dans un réseau, on va dire, de familles d'artistes qu'on côtoie, qu'on connaît, avec qui on a déjà travaillé, et de jeunes artistes ou d'artistes avec qui nous inspirent et qu'on a eu envie d'adjoindre à l'ensemble des artistes déjà présentés. Donc par exemple, Stas Kalachnikov, qui est un jeune artiste russe, a développé ce projet. Donc il a photographié dans le parc de Versailles une jeune femme, et pour le coup c'est le coup de cœur qu'on a eu sur ces photos qu'on a exposées, alors que Stas est très jeune, il a 20 ans, c'est un tout jeune artiste, voilà. Donc on a eu envie de l'associer à des artistes beaucoup plus référents comme Adrien Missika ou Cyprien Chabert. C'est un peu l'idée de décloisonner, mélanger les genres et faire que tout le monde à un moment donné se retrouve autour d'une envie de communiquer un sujet, une thématique, et de défendre un point de vue. Oui, parce que ce qu'il faut souligner, effectivement, là, ce que vous disiez tout à l'heure, Marussia Rebec n'est pas une inconnue, puisqu'elle a fondé le label Andrea Crew, label de mode qui est bien connu, et elle avait déjà fait des collaborations avec des artistes. Non seulement en tant que label, effectivement, elle a collaboré avec beaucoup d'artistes, mais Marussia est elle-même artiste, puisqu'en fait, elle a d'ailleurs son label Andrea Cruz a été d'ailleurs mise à l'honneur il y a 10 ans, enfin détectée, on va dire, par le Palais de Tokyo et Jérôme Sens. Voilà, et donc de ce point de départ, elle a effectivement développé Andrea Cruz, un projet collectif et collaboratif avec énormément d'artistes qui ont contribué. Et finalement, ce projet pour Marussia, c'est aussi une façon de s'exprimer autrement, parallèlement, et de fédérer encore une fois des talents, des gens qui sont inspirés. Voilà. Et la collaboration avec les artistes se fait, ce sont des cartes blanches qui sont laissées aux artistes, ou vous reprenez des œuvres qui sont déjà existantes pour certains et que vous présentez parce que la thématique est commune avec celle que vous vouliez développer? Non, l'ambition, c'est réellement de produire, donc de proposer des cartes blanches aux artistes, bon, dans la mesure du possible et des moyens qu'on a, mais en tout cas, c'est le cas majoritairement. Et ensuite, on vient adjoindre, par exemple, Stéphane Margolis, qui est un des artistes de l'exposition. On a eu envie de le confronter, donc on le voit, il est mis en scène avec des créations de production qui ont été faites par David de Charner pour l'exposition. Donc, en fait, il y a les deux. Donc, l'ambition, c'est de produire, mais on peut très bien être amené à exposer des œuvres existantes, si elles ont une résonance aussi avec les projets des artistes qui produisent. Merci. Moi, je voulais faire intervenir Pierre-Marie Brisson, justement sur ce sujet-là, sur les cartes blanches. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'effectivement, ce sont des choses qui... Je trouve que carte blanche, c'est ce qu'on peut offrir de mieux à un artiste, je pense. Parce qu'à partir du moment qu'il y a un thème proposé et que l'artiste accepte et a envie d'y prendre part, ça veut dire qu'on lui laisse toute sa liberté. Donc... c'est ce qu'il y a de mieux. Et est-ce que cette idée effectivement de lieu hybride, où on dépasse un peu le côté galerie je vais dire institutionnalisé en tout cas, avec le principe très classique je suis très pour. Je suis très pour. Oui. Ça met l'art ailleurs, ça rend les choses plus vivantes. Par les lieux qui sont aussi différents, la façon, tout. Oui, je trouve ça... Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir avec ça. Vous avez déjà participé, vous, à ça? Hélas, non, mais
c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que, après, il y a les galeries traditionnelles, classiques, qu'on mérite d'exister, bien sûr. Mais je pense qu'on doit aller au-delà aussi pour qu'une catégorie de gens qui ne viennent pas dans les galeries traditionnelles, en fait, trouvent un autre terrain, quoi. En parlant de terrain, justement, quand on descend l'escalier de l'exposition, on se retrouve dans une salle, dans une grotte, c'est ça, avec une table de ping-pong aux formes. Vous allez nous l'expliquer. Et je pense qu'on avait normalement une photo de ça. On voit 2 enfants en train de jouer au ping-pong que j'ai pris. On l'a aperçu tout à l'heure. Effectivement, c'est un travail de Cyprien Chabert et c'est ce qui nous intéresse. Tout d'un coup, c'est une œuvre qui est exposée dans cette grotte, donc évidemment qui est une allégorie aux grottes qu'on retrouve dans les parcs, dans le parc de Buttes-Chaumont, les jardins du 18e. Et cette table de ping-pong, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'expérimente. Et donc, ce jeudi, par exemple, on organise un tournoi de ping-pong. Et ce qui nous intéresse, c'est que l'œuvre devienne un outil de cohésion, de rencontre, de partage. Donc, d'un projet artistique, on en vient effectivement dans cette grotte à pouvoir se retrouver, se rencontrer, se stimuler et s'amuser, en fait. Et c'est l'art ludique qui nous intéresse dans ce projet qui est le cœur, finalement. Et justement, comment vous faites pour accompagner le visiteur dans le cœur ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on franchit la porte du lieu, qu'on n'y connaît rien, par exemple, en art, et qu'on est un peu curieux, comment ça se passe ? Vous organisez du coup des sessions, là vous parliez de tournois de ping-pong, de choses comme ça. Comment vous faites vivre le lieu pour que les gens puissent être amenés à s'intéresser aux œuvres accrochées ? Déjà, on a la chance d'avoir des jeunes femmes qui sont là, et Charlotte, en l'occurrence, la directrice, qui est tout à fait à même de parler de l'exposition et de guider les visiteurs vers les différentes installations. Après, ce qui est intéressant, selon nous, c'est vraiment que chacun trouve à un moment donné un point d'intérêt. Ça peut être dans une sélection de bouquins autour du jardin, tout d'un coup dans une suspension de macramé, qui sont plus des objets de design. Et enfin, se dire, mais que font ces hamacs au milieu d'un espace, dans une cave, entre guillemets. Et ces hamacs, est-ce qu'on peut les utiliser ? Est-ce qu'on peut s'installer dans ces hamacs qui font une production d'un artiste ? Et oui, on peut se mettre dans des hamacs et on peut, à un moment donné, écouter de la musique sans se poser de questions sur, finalement, la valeur de l'œuvre, sur sa résonance. On a envie de pouvoir toucher les œuvres, les expérimenter. Je pense que c'est en rentrant dans l'art contemporain par l'expérimentation, le côté ludique, qu'on peut aussi en retirer une forme d'apprentissage et de connaissance, d'initiation en tout cas. Et la porte est ouverte à tous les gens. Moi, j'ai tellement entendu de gens qui n'osaient pas pousser les portes d'une galerie que nous, les portes sont grandes ouvertes et au contraire, on invite les gens qui n'ont a priori pas d'intérêt avec l'art à venir nous rencontrer, boire un jus bio et bouquiner avec nous. Voilà, c'est open. Ça c'est bien parce que c'est vrai que là, en plus cette rue-là, il y a quand même des grosses galeries où c'est pas si simple que ça, quoi. Donc là c'est vraiment ouvert, c'est comme une boutique, comme un magasin, mais non c'est une galerie, on découvre des choses, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et alors moi je voulais revenir sur la précédente exposition qui était aussi qui avait un très fort aspect ludique, pardon. L'Expo Spa. Comment les visiteurs ont reçu cette exposition, puisqu'il y avait des cours de yoga, je crois, qui étaient organisés, mais il y avait aussi des massages, oui, qui étaient sur une table qui avait été designée spécialement pour le lieu et pour les massages. Vous en étiez content de l'exposition ? On était ravis de l'exposition parce qu'on a eu énormément de retours positifs. Déjà, on était ravis, nous, du résultat, des productions. La table de massage dont vous parlez, en forme de bonhomme, qui a été imaginée par Victoria Villemotte, a beaucoup interpellé, séduit, et elle a pas mal été expérimentée, puisque effectivement, les gens pouvaient s'inscrire pour bénéficier d'un massage par nos masseurs spécialement castés. Donc, c'est vraiment une façon, encore une fois, d'aller au-delà de l'exposition. Et on a eu, évidemment, après, il y a toujours un regard du milieu de l'art contemporain un peu dubitatif. C'est aussi le challenge du cœur, de se dire comment ça va vivre, comment ça va être perçu, cette idée de vivre et d'expérimenter des œuvres, de les toucher. Voilà. Mais en tout cas, on est très content de poser la question du bien-être dans une ville un peu parfois surstressante, et on trouve ça bien que les artistes puissent
apporter leur pierre à l'édifice de l'antistress. Et alors, qu'est devenue la table de Victoria Wilmotte ? Écoutez, elle est gentiment je pense que stockée. Pierre est intéressé. Elle est gentiment stockée pour l'instant. Pierre, on peut vous faire une petite séance spéciale. Mais j'en on peut la garde mon ressortir souvenir pour en vous fait, si parce vous que j'ai voulez. eu l'occasion de. Ah oui, il me semblait bien. C'est ça, voilà. Donc oui, c'était très agréable. Victoria est ravie en tout table. cas. on va dire. Ah oui, bon, bah parfait. Je devais être un des premiers à passer sur la main experte du masseur qui était disponible là ce jour-là. C'était très agréable. Bon, tant mieux. Voilà, donc effectivement, et la programmation se fera à un rythme de combien d'expositions par an ? Autour de 3-4 expositions. 4 vraisemblablement. On est parti sur ce rythme-là en tout cas. D'accord. Donc un peu un non-stop, c'est-à-dire qu'on essaie de faire que les expos durent 1 mois et demi, 2 mois. En dehors de la période estivale du mois d'août qui va effectivement être fermée, on enchaîne ensuite et on raisonne avec l'actualité. Donc c'est pour ça que là on travaille sur un projet Design Week pour septembre. Évidemment, au moment de la FIAC, on a envie d'avoir un beau projet, on y travaille. Et le chœur est ouvert tous les jours ? Le chœur est ouvert tous les jours sauf le lundi, donc du mardi au samedi de 12h à 20h. D'accord. L'adresse, on va la rappeler. Donc Oui. c'est 84 rue de Turenne. C'est 83. 83, décidément. Décidément, ça ne va plus. Donc ce n'est pas rue du Milieu du Temple, mais rue de Turenne, pas au 84, mais au 83. Exactement. Est-ce que vous faites partie, vous savez là il y a les jeudis arty, est-ce que vous en faites partie ou pas? Pour savoir, parce qu'on avait reçu. Pas encore, on essaie de se caler. Donc là, effectivement, il y a notre tournoi de ping-pong jeudi, donc en même temps qu'effectivement les ouvertures. Donc on a une nocturne spécialement pour l'occasion. Oui. Et les tournois, il fallait que les gens s'inscrivent, c'est déjà plein, comment ça se passe? Oui, on a inscrit des équipes, tout à fait. Il reste un peu de place, donc il reste de la place. Pierre-Marie veut s'inscrire. Je vais m'inscrire. Oui, vite, donc vous il faut aller appelez pour vous directement. inscrire. C'est des équipes de 3, voilà. Ah, non. Ne me regardez pas. Non, ça ferait, non plus. pas de ping-pong. Ça serait bien de faire une petite équipe coup de fil. Moi, je veux bien Moi, je serais plutôt les hamacs, moi. Plutôt, je veux bien tester des hamacs. Bon, Catherine sera au hamac pendant que Pierre-Marie sera au Exactement. ping-pong. Voilà. Mais voilà, on fait ça. Pas mal. On fait ça, c'est bien. Moi, j'essaierai les jubiots si ça vous dérange pas pendant que. Mais ça, après, c'est quoi? Pierre-Marie Après, si jouera tu au gagnes, ping-pong. t'as le droit à un jubio. Oui, c'est dur. Qui est-ce qui les fait, les jubios? En fait, qui est-ce qui les fournit? Ah, c'est, voilà, il y a un bar, ok. Donc c'est vous, il y a les fruits arrivés et hop, c'est pressé, c'est ça? C'est ça, enfin on nous livre en jus, fruits, bio pressés, effectivement, tous les matins. Très bien, très bien. C'est bien, c'est complet en fait. Ah ouais, non, Bien, c'est on vraiment arrive, on se lieu prend un qui petit est- jubio, on visite l'expo, On peut rester on se fait un petit plusieurs tournoi, jours. on peut rester plusieurs Vous jours. pouvez Oui, c'est rester ça. autant que vous voulez, avec plaisir, il n'y a pas de problème. En plus, on peut transporter ces plantes parce que dans la salle où il y a les hamacs, enfin dans la pièce, l'endroit où il y a les hamacs, il y a des choses il y a une chose qui est très rigolote, c'est, et moi je trouve ça intéressant, c'est un, aidez-moi. Oui, c'est un sac à dos palmier. Un sac à dos palmier, par voilà. Adrien Mitica, justement. Et c'est assez drôle, effectivement. Adrien travaille beaucoup autour du voyage, donc cette idée de nomadisme. Et tout d'un coup, voilà, végétaliser son environnement, pourquoi pas, c'est transporter une plante, donc un palmier par exemple. Et voilà, ça nous a beaucoup amusé, effectivement, cette pièce. Bon, et puis un dernier aspect quand même, puisque on va peut-être parler de choses qui fâchent, mais l'aspect financier, est-ce que les œuvres sont en vente? Ouais, ça fâcherait, non, pas du tout, ça ne nous fâche pas. Bien sûr que les œuvres sont en vente et j'espère que les artistes, en tout cas les artistes ont envie de contribuer, de produire aussi dans cette perspective, évidemment. Donc si la question se pose du financement de l'espace, il y a plusieurs sources de financement, mais clairement, effectivement, c'est un lieu et comme on est ambitieux et qu'il nous coûte un peu d'argent, et on a la chance d'avoir des partenaires privés qui nous aident aussi à financer ces expositions. Et évidemment, l'objectif majeur est d'en arriver à vendre des pièces pour que les artistes soient contents aussi. Voilà. C'est important. Oui, c'est Oui, important, ça, oui. bien sûr, Si bien tout le sûr. monde est content. Qui leur permet après Oui. de recréer, d'avoir les moyens de créer, etc. Absolument. Exactement. C'est le, Ouais. c'est le, Oui, ça reste Mais, le nerf de la guerre. c'est oui, le nerf de la Pierre-Marie. guerre, Eh oui. bien sûr, bien sûr. Eh bien, Séverine, merci beaucoup.
Merci à vous. Pour votre disponibilité, votre accueil. Et Oui. puis donc, Et votre rendez-vous. sourire, parce que franchement, même quand on arrive dans la galerie, c'était vraiment très très agréable. Je tenais à vous le dire. Voilà. Merci Catherine. Et donc, n'hésitez pas à aller au 83 rue de Turenne. Ça s'appelle Le Cœur. Et donc, l'exposition Pergola se tient jusqu'au. Je suis en train de chercher la date. 25 juillet. 25 juillet. 25 juillet. juillet, voilà. Et après, au mois d'août, donc c'est relâche avant de reprendre en septembre. Exactement. Voilà. Autour d'un projet de design. Je ne dis pas plus pour l'instant. On s'en reparlera très vite. Eh bien, nous en reparlerons en Parfait. septembre. Et puis, d'ici là, bonne exposition. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Donc, on va quitter le monde du jardin. Non, pas tant que ça, finalement. On va- Non, parce que alors est-ce que On va enchaîner avec les expositions. Les Je crois expositions qu'on a en plein prévu air. un petit jingle quand même. pour Oui, faire tout une à pause. fait. Donc, il va faire beau, de plus en plus chaud, il va falloir s'aérer, donc quelques idées d'exposition. La séquence météo de Catherine. La séquence météo de Catherine, apparemment vendredi va faire une chaleur très très compliquée, très difficile à supporter. Donc on pourrait par exemple passer quai Saint-Bernard entre le pont de Sully et le pont d'Austerlitz et se retrouver au jardin Tino Rossi. Qu'est-ce qu'il y a au jardin Tino Rossi ? Des œuvres. J'étais en train de penser à Tino Rossi qui chante. Non, mais je Tino crois pas Rossi, que ce non, soit ça. malheureusement, c'est fini, non. Oui. Voilà. Donc, bon, il y a des sculptures, donc Brancusi, Zadkine, César, entre autres. Et ce qui vous permet aussi de vous promener à l'ombre des platanes, il y a des cerisiers, et je crois même des peupliers. Donc voilà, donc ça c'est pour histoire de s'aérer, de se promener le long de la Seine, en découvrant pourquoi pas ce lieu. Oui, c'est le musée en plein air, c'est ça ? C'est le musée en plein Ça air. s'appelle le musée en plein air. Voilà. C'est géré par la ville de Paris qui a installé effectivement ses œuvres historiques. Voilà, ça permet une petite balade très agréable, effectivement, le long de l'Institut du monde arabe. Tout à Notamment, fait. si On je fait, dis pas de bêtises, voilà, voilà, ça c'est c'est vraiment bien tout pour se l'Institut du promener. monde arabe, c'est Un très jardin de agréable. sculpture. Oui, vous ne connaissez pas, Pierre-Marie ? Si, je ne savais pas qu'il y avait un événement particulier là maintenant. Non, Il n'y a pas d'événement. Elles sont là, les ouvert à- sculptures. C'est juste une annonce qui C'est une annonce de promenade, de promenade. une idée de C'est promenade. une très bonne idée. Donc, sinon, après, Là, en autre revanche, on chose. arrive, oui. Là, c'est plus lourd. Mais bon, si vous passez par la Défense, donc pour qui a- travailler, pour faire une pause, ça peut être bien aussi de se promener dans la Défense, même si on sort des bureaux, etc. On descend. Ou pour le tourisme, en fait, on peut pas manquer quoi, à votre avis ? Les sculptures monumentales. Absolument. Et notamment celle de Calder, qui est Voilà. directement tout de suite à l'entrée À l'entrée. du centre commercial des Quatre Temps. À Calder, la fontaine d'Agan. Oui. Fontaine d'Agan, qui a un bassin de 26 mètres. Je vous donne tous les détails. 26 mètres, des versoirs de 72 mètres, en mosaïque d'émaux fabriquée à Venise. Ça fait rêver. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et alors pour la Défense, si ça vous intéresse, il y a des visites guidées qui sont organisées. Il y a des associations qui, notamment, vous trouvez ça sur le site internet de la Défense, de l'Esplanade. Il y a des visites organisées puisqu'il y a effectivement plein de sculptures monumentales. Et il y a aussi, pour terminer le parcours, là c'est pour être en lien avec l'actualité, ce parcours pour vous mener directement jusqu'au Tour Société Générale. Et la Tour Société Générale, et la Société Générale, pas la Tour d'ailleurs, la Société Générale possède une collection d'art J'en contemporain. fais partie. Ah, d'accord. Ah, ça, je savais pas. Et on Et- peut la voir là-bas. Alors oui, effectivement, il est possible de visiter la collection. Ouais. Alors voilà, là il faut s'inscrire sur le site de la Société Générale. Ça, c'est bien parce que c'était plutôt cloisonné avant. C'est bien. Oui, ils ont ouvert depuis quelques années maintenant, je crois que c'est depuis 2011, où la Société Générale a une volonté d'ouvrir sa collection au public. C'était une collection d'entreprise, donc qui a été disponible uniquement pour les employés, déployée dans toutes les tours. Je dis toutes les tours parce que maintenant ils en ont 3 ou 4. Ouais, je toutes crois, les tours de sur, Défense, ouais. Voilà, à la Défense. Ouais. Donc les œuvres sont présentées dans les espaces de circulation. Et maintenant, ils font appel à des commissaires d'exposition qui, tous les 2 fois par an, ils font des réaccrochages selon des thématiques. Et donc là, en ce moment, il y a un nouvel accrochage qui a été fait autour de la circulation et du mouvement.
C'est bon à savoir, franchement. Oui, c'est très intéressant. Il y a aussi du coup des visites qui sont organisées pour les écoles, pour les enfants aussi, les enfants du personnel, mais aussi les enfants du public qui peut effectivement, donc toujours en s'inscrivant sur le site de la Société Générale. Parfait. Voilà, donc ça continue, ça permet de terminer la visite. La petite visite. De la Défense, et ça fait un but. Et donc Pierre-Marie, vous avez été... je crois que c'était au début de leur collection, dans les années, je dirais, 2000 ou quelque chose comme ça, à peu près, oui. Oui, je crois qu'ils ont commencé je crois que c'est 95 pour le premier achat. C'est peut-être plus vieux que ça, effectivement, alors même, parce que c'était vraiment au début. Ouais. Voilà, ça a été effectivement initié par le directeur de la Société Générale de l'époque, mais ce qu'il faut saluer, c'est que pour le coup, le directeur n'est plus le même. Mais la Société Générale continue à acheter tous les ans. Et surtout bien qu'ils organisent et qu'ils fassent bouger les œuvres à l'intérieur de leur espace, c'est ce qui fait... c'est ce qui anime sans arrêt une collection, quoi. C'est que les gens peuvent venir et envie de revenir, rester dans des collections souvent, hélas, trop figées. Et l'appel à des commissaires extérieurs, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça permet puisque la collection a été initiée en 95, donc ils ont des œuvres qui vont effectivement, par exemple, ils ont un Soulage, ils ont du Derouki, donc ils ont du Pierre-Marie Brisson, mais ils ont aussi donc maintenant toute la nouvelle garde des artistes contemporains, ce qui crée effectivement différents supports, même si c'est beaucoup d'œuvres en 2 dimensions, parce que la sculpture est plus difficile chez eux pour des questions de bâtiment. Mais voilà, donc avec différentes pratiques, il y a de l'abstraction, il y a de la figuration, voilà, donc de faire appel à des commissaires, ça permet aussi de relire la collection, de faire des parallèles entre les œuvres. C'est plutôt intéressant. Très donc bonne idée. La Société Générale commence à ouvrir sa collection et a plutôt une démarche intéressante. Il faudrait que plus d'entreprises le fassent. Oui, ça serait bien. Ouais. Puis il y a le mécénat d'entreprise, mais c'est important. C'est important. Oui, parce qu'ils défiscalisent quand même, donc c'est ça. Ils défiscalisent, donc c'est important pour eux. Absolument. Mais important aussi pour les artistes aussi, parce que c'est intérêt pour l'artiste et le. Même pour l'entreprise, pour les employés des entreprises, je trouve ça. Pour s'évader S'évader. Oui. Mais on se rend compte souvent quand même pour les entreprises, le mécénat d'entreprise intervient quand même surtout avec l'impulsion d'un homme ou d'une femme, enfin de la personne qui dirige effectivement la société. Ça c'est vrai. Mais c'est ce qui est bien d'ailleurs parce que ça donne, quand c'est peu de personnes qui prennent des décisions sur des choix, ça donne souvent beaucoup plus de caractère à une collection. Absolument. Donc voilà, ça c'était pour la Défense. Oui. Et puis, on en a parlé en avril, enfin vous en aviez parlé en avril, de l'exposition Felice Varini. Absolument. Qui est... ça y est. Parc de la Villette. Parc de la Villette. Voilà, donc au pavillon Paul de Louvrier, donc à côté de la Grande Halle de la Villette. L'exposition elle est jusqu'au 13 septembre. Donc là, c'est un parcours. Il y a, je crois, 5 œuvres qui sont installées. Donc Felice Varini. Peinture géométrique, c'est ça qui sont oui, voilà, créées suivant le lieu, en harmonie. Voilà, avec un point de vue avec différents points de vue possibles. Mais effectivement, avec un positionnement qui permet de mettre en place tous les aspects géométriques de l'œuvre. Et c'est jusqu'au 13 septembre. Voilà. Pour ça, c'est pour la partie plein air. Ça, c'est la partie plein air. Donc... On peut continuer sur la partie plein air, puisqu'ensuite, on va parler d'une exposition qui a lieu à l'espace Fondation EDF. L'exposition est celle de Paul Bury. Et Paul Bury a été quand même aussi un grand artiste de plein air, puisqu'il a réalisé pas mal de fontaines. La fontaine, alors, justement. La fontaine du Palais Royal. La fontaine du Palais Royal, qui vient juste d'être restaurée. C'était restauré pour cette exposition, puisqu'en fait la fondation EDF fête entre guillemets, rend hommage. Ça fait 10 ans que Paul Bury est décédé, donc rend hommage à Paul Bury avec, je crois, il y a énormément d'art et du coup, d'art qui sont présentés, d'œuvres qui sont présentées, et du coup la fontaine qui s'appelle la fontaine Spérade a été effectivement comment très bien.
Restauré pour cette occasion, à cette occasion. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est Palais Royal. Après un petit parcours, on se retrouve au Palais Royal et on se pose devant une belle fontaine. C'est quand même Mais après, on peut retourner. Alors si on a vraiment... Donc en fait, l'exposition Paul Bury se situe donc dans la fondation EDF, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est rue Récamier, la rue Récamier qui est une rue mais superbe. Elle est une petite rue. Petite impasse. Petite impasse. On n'a pas l'impression d'être dans une rue parisienne parce qu'il y a un immeuble qui a été refait. On se croirait un peu dans les pays méditerranéens. Et au bout de la rue Récamier, parce que je l'ai faite, au bout de la rue Récamier, il y a un très joli square. Et là, on a l'impression d'être au Japon. C'est vraiment très joli. Voilà. Ça, c'est le cadre quand vous arrivez. Mais sinon, ensuite, on se trouve dans le 6e arrondissement. Ça se trouve dans le 6e. Voilà, tout à fait. En plein cœur du 6e, en face, pas très à 2 pas du Bon Marché. C'est quoi? C'est la rue du Cherche-Midi qui... Non, c'est la rue... C'est le 7e, c'est pas le 6e, voilà, c'est le 7e. 6e, je crois encore. Là, on doit déjà être, oui. Bon. Pas très loin, en tout cas, dans ce secteur, Lutetia, Bon Marché... Voilà, et donc pour parler de Paul Bury est un artiste d'origine belge. Enfin, il est né à la Louvière en 1922. Alors étonnamment, enfin pas étonnamment, non, son parcours est assez surprenant. Il a été rattaché au surréaliste, il a été peintre surréaliste avant d'embrasser l'art cinétique. Qui est l'art du mouvement. Et l'art du mouvement, voilà. Que... Et du temps, puisque du coup, Paul Bury travaille beaucoup sur ces deux notions, le mouvement et le temps. Et donc il a fait effectivement pas mal de sculptures monumentales pour des fontaines, notamment celle du Palais Royal, mais après effectivement il a travaillé sur des œuvres un peu plus modestes, on va dire, mais beaucoup de sculptures. Beaucoup de sculptures en bois. Oui. Donc c'est intéressant parce que quand on connaît pas, faut se mettre devant une de ces sculptures. Il y a des panneaux qui s'ouvrent. En fait tout ça c'est mu par des mécanismes. Des mécanismes, voilà, tout à fait, merci. Et en fait, c'est assez. Je trouve ça hypnotique, il y a des bruits, c'est vraiment intéressant à aller voir, à découvrir. Il y a des sculptures en acier aussi, qui sont très très belles. Je crois qu'on va en voir. On va en voir. Et en fait, les mécanismes font. Bon, il y a des sculptures qui sont bien figées, avec des reliefs en acier, et en fait, ça fait comme une respiration. Les mécanismes font que ça bouge légèrement, et c'est très étonnant. Il a beaucoup travaillé effectivement la sphère et le tube, et notamment effectivement en métal, et c'est toujours du métal poli, ce qu'on voit effectivement sur cette fontaine au Palais Royal, mais effectivement aussi à l'exposition, et c'est très très beau. C'est très beau. Il y a un côté magique aussi. Il y a par exemple une plaque de bois avec des pistons et des cylindres où il y a des cordes posées. C'est actionné, donc c'est toujours lié à un mouvement. Et en fait, ça donne un son, on dirait une espèce de guitare magique ou une contrebasse à un moment, parce qu'il y a 2 panneaux différents. C'est à découvrir. C'est à découvrir. Et donc l'exposition a lieu... Alors l'exposition... C'est là, voilà, jusqu'au 23 août. Jusqu'au 23 août. Et donc voilà, l'espace Fondation EDF qui se trouve rue Récamier dans le 6e. Et ça s'appelle Instant Donné. Voilà. Alors, tiens, je vais vous faire il y avait une citation que je trouve ça intéressant. Alors, en forme de question. Réfléchissons. Étant donné que ce qui bouge est grosso modo plus perceptible que l'immobile, d'accord ? Ok, vous m'écoutez. Ce qui est imperceptible est-il forcément plus immobile ? Alors, c'est la question, ce sera la question. Mais c'est la question pour tout le monde. Donc, ça va être le sujet du bac. C'est le sujet, c'est le 2015. Voilà. Exactement. En avant-première. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est le plus immobile, le plus imperceptible. Plus immobile, plus imperceptible. Ah, ça, chacun. Voilà. C'est un sujet de réflexion. Je trouvais ça bien. Catherine nous plonge dans un abîme de perplexité. Tout à fait. Ça va nous tenir jusqu'à la fin de l'émission maintenant. Oui. Maintenant, on va... Oui, voilà, maintenant on va la réponse avant la fin. Oui, vous avez encore 30 Pierre-Marie, minutes à on vous peine. laisse encore une demi-heure pour trouver votre réponse.
Voilà. Et là, on va passer maintenant. Je pense, ton coup de cœur, Catherine. Mon coup de cœur. Alors, quand mon même. coup de cœur, oui. Mon coup de cœur. C'est un. Voilà. Donc, s'il fait pas beau, si vous avez fait des expos, après vous êtes sortis, il fait pas beau, vous n'avez pas envie de bouger, mettez-vous sur le net. Voilà. Rien ne vous empêche d'aller donc voir ce photographe, de découvrir ce photographe. Donc il a 41 ans, il a travaillé comme décorateur, il vit de la photo depuis 5 ans et en fait il a passé une bonne partie de sa vie devant les écrans, devant la télé. Et devant le monde télévisuel, ça lui plaît vraiment. Il faut qu'ils sortent un peu, faire les expos en plein air quand même, non ? Donc, il est devenu, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'il est devenu un peu possédé par l'image cinématographique. Donc il cherche à dramatiser la réalité trop ennuyeuse. Et en fait, pour lui, le cinéma imite la vie. Enfin, on dit que le cinéma imite la vie, mais pour lui, c'est le contraire. C'est la vie qui imite le cinéma. Donc il y a des très belles. Oui, on les voit derrière nous là. Ouais. Il y en a 3, il y en a une autre. Ça fait penser à des films en fait. Il y a des ambiances qui sont vraiment très fortes. Ça me fait penser à Hopper aussi. Oui, aussi, ouais. Complètement. Comment ? Hopper qui avait déjà un traitement dit cinématographique avant la lettre. Mais Exactement. Et il y en a une 3e, là c'est différent. Voilà. Ça, elles sont magnifiques ces photos. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller sur son site. Donc je vais vous dire charlesmamaro.com. Charles, C-H-A-R-L-E-S. Accrochez Mamaro, M-A-M-A-R-O-T.com. À ne pas rater, il faut le suivre, ce photographe. Très bien, Catherine. Il a beaucoup de talent et je pense qu'il va aller très loin. Voilà. Voilà, donc Catherine a passé des heures et des heures sur Internet à cause du mauvais temps. Exactement. Et bien voici pour la fin de ces expositions, de ces coups de cœur. Et nous allons maintenant entamer la deuxième partie de l'émission avec Pierre-Marie Brisson et son actualité. Alors Pierre-Marie, ça va être à vous maintenant. Rien qu'à vous. On va parler de l'exposition qui a lieu en ce moment à la Galerie Choukine, mais pas que. On va parler de tout ce qui vous inspire, d'accord. Comment vous créez, pourquoi vous créez. Voilà. Je vais essayer de vous répondre le mieux possible. Alors, peut-être que nous avons, je crois, des vidéos de l'exposition. On peut avoir des vidéos de l'exposition. Oui, parce que là, ce sont des photos. Ah bah non, c'est une photo qui bouge, donc c'est une photo vidéo. Qui bouge, c'est une vidéo, c'est ça. Ah oui, il marche, le monsieur, dans la rue. Voilà, donc la Galerie Choukine et Avenue Matignon. Au 4 Avenue Matignon. 4 Avenue Matignon, oui. Une galerie russe d'origine. Des gens de Moscou qui ont grands collectionneurs d'art avant l'heure de famille. Collection Malevich, Matisse, etc. C'est les Choukine qui ont été... C'est les descendants, d'accord. Ah bah donc on va peut-être faire un petit cours d'histoire rapide. Les Choukine, effectivement, font partie des deux grosses... Enfin, je vais dire, oui, il y a deux familles très connues dans le milieu de l'art. C'est les Choukine et les Morozov pour avoir été spoliés... à la Révolution de 1917. Et Choukine possédait effectivement une grosse collection d'art contemporain pour l'époque, d'art moderne maintenant. Et les Morozov aussi possédaient... Malevich, Matisse... voilà. etc. Moi, je veux vous proposer quelque chose, c'est qu'on regarde le teaser de l'émission. Oui. Enfin, de l'émission. D'accord, non. Continuons. Alors, oui, non, pas le teaser de l'émission, le teaser de l'exposition. Le teaser de l'exposition. Voilà, et Pierre-Marie va nous commenter peut-être les images de ce qu'on voit. Là, c'est Là, c'est un petit jeu, en fait. C'est une peinture en préparation. Et je me suis juste simplement amusé à mettre un ventilateur pour faire bouger les images. Je trouve que ça donne un petit aspect... poétique et vivant à l'œuvre, dans un de ses états. Voilà. 60, pourquoi 60 ? Parce que... Pardon. non, c'est écrit. Je fête mes 60 ans. 60 ans de création. Ça fait rude. Non, je fête mes 60 ans en ce mois de juin, on va dire. Voilà.
C'est une belle fête, là. Voilà, c'est bien. Ouais. 40 ans d'exposition et 60 ans de peinture. Ah oui. Donc vous avez démarré en fait, pas par... dites-nous, racontez-nous. Moi j'ai démarré quand j'ai l'impression comme un chien en arrêt sur les bords de la Loire, quand il y avait les peintres, ce qu'on appelle les peintres du dimanche avec leurs petits chevalets. Comme il y a sur la Seine, d'Orléans. Et j'allais souvent sur ces bords de Loire. Et donc, voilà, j'étais fasciné par voir ces gens en train de faire leurs petites peintures, etc. Ça, c'est le souvenir le plus... Et à partir de ce moment-là, je voulais peindre. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc, je ne connaissais pas, à l'époque, je ne savais pas... Genre, deux noms, oui, mais qui était vraiment Picasso, je ne savais pas plein de choses, on va dire. Donc j'ai commencé à m'intéresser grâce aux livres, les librairies, les livres de peinture, etc. Et avoir une évolution avec moi-même, autodidacte en fait, dans ce qu'on peut appeler ma carrière. Voilà. C'est vrai que ça inspire les cieux tourangeaux ou les cieux de la Loire, enfin la Loire déjà, et il y a une luminosité qui est très particulière. Ça te fait rire, mais... Oui, non mais voilà. Il y a une luminosité qui est particulière, c'est vrai. Bon. Et une douceur de vivre. On sent un chauvinisme à poindre. Pas du tout. Alors, absolument pas. Je plaisante. Absolument pas. Non, mais je trouve qu'il y a une douceur de vivre qui est intéressante et justement, ça peut donner. Il y a pas mal d'artistes, beaucoup d'artistes qui créent. C'est vrai que c'est plus calme et voilà, c'est plus posé. Mais après, vous êtes parti. Après, comme on dit, je suis monté à Paris. Vous êtes monté à Paris. J'ai fait 120 km quand même. Ouais. Et puis j'ai passé quelques années à Paris. Ça a été très difficile, on va dire. On va appeler ça comme ça au début. Vraiment. La vie d'artiste. C'est une ville. Un an et demi plus tard, j'étais prêt à faire demi-tour, on va dire, parce que je connaissais pas beaucoup de gens. Et puis d'un seul coup, il y a des choses qui se sont passées, qui se sont réveillées, des rencontres, des belles rencontres, qui ont fait que je suis resté à Paris et que j'ai commencé à apprécier et aimer Paris. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des amis, et surtout après, des amis qui sont toujours mes amis, qui m'ont aidé. Et puis, une rencontre, c'était en 1980 à Paris, d'un éditeur qui organisait des expositions beaucoup aux États-Unis et qui m'a embarqué dans cette aventure américaine et je suis depuis resté toujours aux États-Unis aussi grâce à cette belle rencontre des années 80. Donc là, c'est bien de revenir pour votre anniversaire, entre guillemets, de revenir en France. C'est un peu... Cette exposition à la Galerie Choukine, pour moi, elle est assez importante parce que, effectivement, j'ai la soixantaine qui arrive. C'est un symbole aussi. Et puis, il y a longtemps que je n'ai pas exposé à Paris. C'est vrai que j'ai beaucoup... le travail beaucoup, avalé par les États-Unis. Mais... Et puis, cette opportunité de rencontrer les Choukines, il y a maintenant pratiquement 3 ans, et commencer à parler de faire une exposition, la dater il y a 2 ans, et puis la réaliser aujourd'hui. Voilà. Dans une très belle avenue. Et quelle est la différence du coup, parce qu'on parle souvent effectivement d'une approche américaine et d'une approche française, voire européenne, pour les amateurs d'art, vous pouvez voir la différence. Quelle est la différence entre les amateurs américains, au sens large, d'Amérique du Nord, et effectivement les Français ou les Européens? Il y a beaucoup de différences, en fait. Parce que en fait, il y a la chance et la malchance. Eux, ils ont pas eu la chance comme c'est un peuple qui est arrivé, qui a fondé les États-Unis, la culture n'existait pratiquement pas.
il a fallu la reconquérir, l'inventer et la ramener du continent pour que l'histoire américaine commence à exister. Et ils sont toujours restés dans cet état d'esprit. Alors que nous, on a milliers d'années de culture, finalement, depuis que les hommes ont dessiné à Lascaux, en fait. Et on a plein de musées, on a presque, je dirais, trop de choses qu'on ne voit même pas, tellement il y en a. Et c'est comme si en France, on était plus blasés de l'art qu'ils en veulent encore. Voilà, je verrais ça comme ça. Voilà. Et alors, comment on aborde une exposition faite en France ? Alors, là, j'avoue que j'ai beaucoup d'appréhension, en fait. J'ai pas l'air comme ça, mais c'est surtout Paris. Je sais que les gens, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup la critique parisienne est plutôt dure aussi. Donc, on va voir. Je reste avec un grand point d'interrogation. Et en 40 ans de métier, vous avez des collectionneurs fidèles ? Il y a des gens qui vous suivent, qui vous soutiennent ? Oui, ça c'est la chose. Encore beaucoup. J'ai fait ma première exposition dans une galerie, donc c'était en 85, c'était à San Francisco. Et ces gens-là qui étaient à ma première exposition, une partie me suit toujours. C'est-à-dire que je vais les revoir, pas dans l'année, mais l'année d'après. S'il y a un autre événement aux États-Unis, souvent ils sont là. Ils sont là. Et une partie de ces gens-là continuent aussi à acheter. Il y a une espèce de fidélité qui est très, très touchante, quoi. Ouais. Ok, là, alors cette exposition, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Qu'est-ce qui se dégage ? Cette exposition, en fait, j'ai rencontré par l'intermédiaire de Monsieur et Madame Choukine un curateur américain, Matthew Drews, qui s'occupe d'organiser l'exposition au Guggenheim, aux Fondation Bayer, etc. Et ils m'ont proposé que lui, je vienne à l'atelier et choisisse les œuvres qui seraient exposées. Ce qui m'a enlevé une responsabilité voilà. Et donc, il a décidé de faire un mélange un petit peu de peinture plus ancienne et très récente, avec aussi des aspects différents. J'ai fait dernièrement des peintures sur miroir, et puis d'autres peintures donc, qui datent des années 90 à peu près. Il a voulu, dans l'exposition, mélanger sans oui, mettre, mais en fait ça passe en douceur parce que ça passe en douceur. Parce que les différences, moi j'ai pas vu comme hier on était à l'accrochage, j'ai pas vu de session entre les années, quoi. Enfin, bien sûr, c'est fluide. C'est fluide. Donc vous avez toujours un fil conducteur qui est là. Toujours. Après, le fil conducteur, on ne sait même pas pourquoi on l'a, en fait. C'est quelque chose pourquoi on décide d'aimer plus une chose qu'une autre. Et par exemple, je suis fanatique du bleu, par exemple, et le bleu, et des fois, j'essaie vraiment de m'en débarrasser parce que c'est pas possible. Et après, il faut... je me suis toujours dit qu'il faut aimer ce qu'on fait et faut pas avoir peur de soi-même, quoi, en fait. Donc il faut rester spontané. Je serais plutôt parfois je me dis que je serais plutôt en fait quelqu'un qui ferait de l'art brut qu'autre chose. Je n'arrive pas à me mettre dans une catégorie, je n'arrive pas à... mais je suis mes envies, tout simplement. C'est pas mal. Créer, on a besoin de ça, on a besoin sinon si on se met tout de suite si c'est réducteur, c'est pas possible. Absolument. La création n'existe pas. On voit là sur la vidéo, dites-moi si je me trompe, c'est beaucoup de collages, d'œuvres sur papier. C'est beaucoup de collages. Là, c'est sur celle qu'on voit, c'est sur toile, donc avec des collages de vieux papier peint et une forme humaine d'inspiration, je dirais, primitive. Vous ne faites pas de sculpture ?
Je fais un petit peu des sculptures, ce qu'on peut très légères par contre. Je fais des sculptures en papier. D'accord. Voilà. Donc, De l'origami. Non, c'est de l'origami, c'est en papier aussi. Dans origami, c'est des pliages, des pliages. Oui. Mais ah oui, en papier. Fil de fer et papier, oui. D'accord. Oh, toi, oui, ok. Ah oui, donc quelque chose de très aérien. Très aérien. Ouais. Oui, je regarde les collages, là, c'est... Il y a un côté très Matisse dans Oui, certaines totalement. de vos œuvres. Oui, J'imagine que bien oui, sûr. c'est... Après, c'est de la même chose. Je crois que, par exemple, je suis un inconditionnel de Matisse et j'ai toujours, chez les regards, enfin, quand même les Matisse, par exemple, qui sont à Pompidou ou dans les musées, je ne les rate jamais. Et, voilà, c'est quelque chose qui me scotche, on va dire. Et j'ai jamais osé aborder sa peinture en me disant, on dit toujours des fois, il faut copier les autres pour apprendre à faire quelque chose soi-même. Donc, je dis, bon, copier Matisse, non, ça n'a aucun intérêt. S'en inspirer, j'en ai pris le droit. Et je me suis vraiment régalé, quoi, parce que c'est pour ça qu'on retrouve dans la vidéo aussi des punaises. On trouve des œuvres de Matisse qui sont restées un peu comme ça, et l'histoire des punaises qui voudrait dire qu'on a posé quelque chose, mais peut-être on pourrait encore la déplacer et la mettre autrement ailleurs. Et c'est dans ce jeu-là que je suis rentré, en fait, c'est un peu... on est un petit peu comme un enfant, quoi. C'est bien. Il faut garder son âme d'enfant, oui. bien sûr. Là, on a vu tout à l'heure passer une œuvre sur miroir aussi. Vous en parliez tout à l'heure. Oui, donc là, ce sont des vieux miroirs que je récupère, tout petits ou plus grands, et je me suis amusé à faire un travail de peinture dessus, et en même temps, quand on passe devant, qu'on puisse s'apercevoir. Voilà, on rentre dans l'œuvre. C'est-à-dire que chacun peut, s'arrêtant devant, est en train de fabriquer son autoportrait, d'une certaine façon. C'est des nouveaux selfies. Voilà. Mais c'est compliqué à transporter. Oui, c'est ça. Oui. Oui, j'allais vous demander pourquoi le miroir, parce que c'est une forte symbolique, c'est le miroir. Oui, alors le miroir, parce que il y a le reflet de soi-même, et donc et puis la profondeur, surtout. Donc quand on passe devant, c'est-à-dire qu'à ce coup, on voit, il y a l'œuvre qu'elle a, mais si on s'attache à voir que le reflet, on part sur la profondeur de ce qu'il y a derrière soi, etc. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé ça assez... Oui, aussi. Voilà. Bien sûr. C'est vrai que c'est... Mais c'est vrai, oui, là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, là, sur les petites punaises, c'est ça. Et voilà, en plus, avec le ventilateur, effectivement, l'œuvre... Ouais. C'est poétique, ça. Oui, moi, ça me fait rêver, en fait. Non, on est en train de perdre Catherine. Et effectivement, on comprend mieux là le bleu. On voit bien votre passion pour le bleu, donc les fameux 60. Catherine, pourquoi? Donc, elle est jusqu'à quand, cette exposition? Elle dure jusqu'à fin juillet. Vous avez bien eu le temps d'aller... Oui, dure 2 mois. Voir. Et disons que c'est ma galerie parisienne, donc après on peut trouver les œuvres en permanence tout le temps. Oui, c'est la galerie qui va vous représenter en France. Ouais. Pour la France, et sinon vous êtes aux États-Unis, au Japon aussi? Sinon États-Unis et Japon, et puis un petit peu Allemagne, un peu partout. Ouais. Et votre atelier, vous êtes... Alors, moi j'ai fait un peu... Vous êtes en Camargue, non? C'est Je suis du côté de la Camargue, à côté de Aigues-Mortes, en fait. D'accord. Joli petit village. J'ai un atelier à 10 minutes de la mer, ce qui est très bien. Et qu'on voit derrière, un peu, en bazar d'ailleurs. Mais bon. Ah oui, voilà, des photos de l'atelier. Et je suis d'origine paysanne. J'adore Paris, donc je viens un petit peu à Paris, mais beaucoup là-bas, voilà. Et ça veut dire aussi que j'ai besoin d'espace pour travailler, j'ai besoin de lumière. La lumière, c'est pas la lumière pour... mais
Se réveiller avec une bonne lumière, ça donne aussi une belle énergie. Et donc j'ai besoin de tout ça, qui fait que je me plais vraiment bien là-bas. Et on aperçoit les petites sculptures en papier en haut là. Ah oui, voilà. Ah oui, tout à fait. Dans la Ah, vitrine. j'avais pas vu. Ouais. Vous parliez d'espace, vous avez apparemment un grand atelier. Est-ce que vous faites des grands formats? Oui. Ça m'arrive de faire des très grands formats. Ouais. En général, c'est pour les États-Unis. Ça part là-bas. Et ce sont des commandes de vos collectionneurs? Non, pas forcément. Ils ont des grandes galeries aussi. Oui, on c'est peut vrai mettre aussi, des grandes toiles. C'est vrai. C'est bien. Oui, c'est la différence de Paris où effectivement. Il y a des grandes contraintes galeries aussi à d'espace. Paris, mais c'est plus C'est les difficile. appartements qui sont plus contraints, après, oui, effectivement. Donc là, l'exposition, elle est donc jusqu'à mi-juillet. Oui. Et après, vous êtes déjà sur une autre. Là, septembre à New York et San Francisco, vers le 15 septembre. En galerie aussi? En galerie aussi. Donc New York, c'est ma galerie américaine qui s'appelle la galerie Franklin Bowles, qui est une galerie avec laquelle je suis depuis plus de 30 ans, je crois. Une belle fidélité. Ouais. C'est rare, non, une fidélité. Ça, c'est. Oui. Il faut que ça accroche. C'est comme une. Après, c'est comme une famille, quoi. Enfin, Absolument. Ouais. C'est comme la famille presque. C'est pas toujours rose. Comme dans la famille. Comme dans les familles. Donc, l'exposition de Pierre-Marie Brisson a lieu donc à la galerie Choukine au 4 avenue Matignon, c'est ça? Jusqu'à fin juillet, j'ai plus la date exacte, mais c'est vraiment jusqu'à la fin juillet, jusqu'au 30 juillet. comme ça, avant la fermeture de la galerie, sûrement pour l'été. Voilà, et puis l'émission va toucher à sa fin, se terminer. On était ravis. Oui, merci beaucoup. Merci à vous de votre présence sur le plateau. Catherine, c'est fini pour aujourd'hui, déjà. Voilà, ça passe vite. Et donc, on se retrouve très très bientôt. Merci encore, Pierre-Marie. Merci à vous. Merci.